Monde numérique. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin à Paris, bonjour. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Jérôme, l'actualité cette semaine, elle nous a choyés parce qu'elle a été dense et on a dû faire des choix qui ont été difficiles. D'ailleurs, je t'en remercie. Tu as souvent tranché dans des décisions difficiles, mais quand même, parmi tout ce lot, tu as décidé que tu voulais absolument qu'on parle de Meta qui est parti et est revenu dans le monde virtuel de son Horizon World. Bah écoute, la question quand même, Bruno, est-ce que c'est la fin du métavers ou la fin annoncée? Est-ce que c'est à nouveau l'annonce de la fin du métavers qui n'en finit pas de mourir? Bien dit. En gros, ce qui s'est passé, donc on résume en quelques mots. Effectivement, Meta a annoncé qu'ils allaient fermer. Alors, cet espace qui s'appelle Horizon Worlds, qui est ce système où on pouvait dialoguer avec le casque de réalité virtuelle Quest sous forme de petits avatars, annonce d'une fermeture le 15 juin prochain, 2026. Pour les utilisateurs du casque, on s'entend. Pour les utilisateurs du casque, parce qu'il y a une version qui reste accessible pour les mobiles, hein, c'est ça. Voilà. Et puis, alors, c'est important parce que c'est un peu c'était le début du fameux métavers. Mais le métavers qui n'a jamais existé, en réalité. Mais l'idée de Zuckerberg, c'était de faire un métavers et la première brique, c'était ce Horizon World. Et puis, finalement, il va pas fermer ce Horizon World, alors si j'ai bien compris. Ben exactement. Et puis, il a fait du rétropédalage assez rapidement parce qu'il s'est rendu compte que toute sa communauté d'utilisateurs de Cast Quest, ben, ils allaient les foutre dehors et la communauté allait disparaître. Alors, ils ont dit, non, oh là, on va pas fermer, mais maintenant, ce monde virtuel-là va être disponible en mode minimal. Maintenant, qu'est-ce que représenterait un mode minimal d'un monde synthétique comme celui-là? Il faudra voir. Mais essentiellement, s'il ne serait pas revenu, dans le fond, qu'est-ce que serait devenu Horizon World? Ben, ce serait devenu une adaptation de 2026 de Second Life. Oui, de toute façon, c'était ça. Hein. C'était un remix de Second Life que les plus vieux ont connu, que les plus jeunes n'ont pas du tout connu. Mais c'était ça, on se baladait dans un monde virtuel parallèle, etc. Là, on avait franchi une étape, c'était beaucoup plus réaliste. Et en même temps, il y avait un côté très cartoon avec ces personnages qui n'étaient pas des vrais avatars. Enfin, ça ne nous représentait pas vraiment. Moi, j'aimais pas trop ça. Mais je trouvais ça intéressant, ce Horizon Worlds. Et je sais pas si tu te souviens, moi, j'avais fait on avait enregistré une émission, un podcast, mais dans laquelle j'étais avec François Sorel, et tu avais participé d'ailleurs. On l'avait fait ensemble, c'est ça. Donc on avait fait un épisode entier dans Horizon Worlds, et c'était mine de rien assez réussi, c'est-à-dire que ça simulait une salle de conférence où on était assis et il y avait une spatialisation du son, c'est-à-dire que si tu étais assis à ma gauche et que je tourne la tête, je t'entendais bien d'une oreille et pas de l'autre, etc. C'était vraiment, vraiment réussi. Il y avait un tableau blanc, tu te souviens, on pouvait partager des informations. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'à un moment donné, je sais qu'on a eu une rencontre tous les deux dans une salle comme ça et tu as écrit un mot. Ouais. Et ce mot-là, à l'occasion, je retournais visiter la salle et il était toujours écrit. Il y était toujours? Oui, et alors, j'avais essayé de l'effacer, mais c'était impossible. Je me disais quand même, hein. Non, mais moi, l'idée me plaisait beaucoup parce que je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant que les visios qu'on fait aujourd'hui, qui sont tristes à mourir avec tout le monde dans une petite vignette comme ça. Il n'y a aucun réalisme. C'est loin de tout ce qu'on nous a promis. Hein. Mais ça changeait pas grand-chose pour les gens qui regardaient, mais pour les gens qui faisaient partie de la réunion, parlons de la réunion qu'on a fait, là, ou sinon de l'enregistrement à 3, il y avait une tridimensionnalité qui apparaissait et on avait vraiment l'impression, tu le disais, il y avait le son, mais aussi on se tournait, puis je pouvais te saluer, je pouvais changer de place, je pouvais me promener, ce qu'on n'a pas du tout avec une visioconférence. Là. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc moi, ça, j'aimais bien. Bon, maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, cet arrêt ou cette... Donc, ils ferment pas, mais enfin, ils réduisent la voilure, hein, clairement. Ouais. Parce qu'il y a aussi eu d'autres choses. Toute l'activité gaming de Meta a été nettement réduite. Ils ont cédé des studios qu'ils avaient acquis. Ils ont fait pas mal de licenciements. Ils ont remercié beaucoup de monde, ouais.
Donc en fait, ce projet de métavers qui avait été annoncé par Mark Zuckerberg, je me souviens, c'était en août 2021, qui était soi-disant le projet de sa vie, sa vision du futur, etc. Il a même changé le nom de la société. C'est au moment où Facebook est devenu Meta. Est-ce qu'il s'est complètement planté? C'est ça la vraie question. Mais moi, c'est drôle parce que ce matin, je réfléchissais à la chose et sachant qu'on allait probablement en parler, et je me disais, il faut se remettre aussi à l'époque. On est en 2021. Où on était tous en 2021. On était tous confinés. Exactement. Ouais. Chez soi, on ne pouvait pas se visiter, on ne pouvait pas se voir, encore moins voyager. Et là, tu as un gars qui arrive, Mark Zuckerberg, en disant, mettez votre casque, ceux qui en ont un. Et là, vous pouvez vous promener où vous voulez. Vous pouvez rencontrer les gens que vous voulez. Il y avait quelque chose à l'époque, c'est fou, hein, parce qu'on parle d'il y a 5 ans. Oui, ça répondait à un besoin. Mais il y a 5 ans, ça répondait à un besoin qui n'est plus là parce qu'on a retrouvé notre liberté de circulation. Mais à ce moment-là, ça amenait quelque chose, ça amenait de l'espoir, ça amenait une expérience d'utilisation qui aujourd'hui a comme passé, le besoin n'est plus là. Bon, il faudra voir. Moi, je suis pas persuadé que ce truc-là va pas rejaillir sous une forme ou sous une autre ultérieurement. Alors en plus, bon, ils ont investi des milliards et du coup, ils ont perdu des milliards, des dizaines de milliards. Oui, c'est 10 milliards au moins, là. Au moins, je crois que c'était même beaucoup plus, en fait. Non? C'est pas plusieurs dizaines de milliards? Ça se peut. Bref, ils ont investi là-dedans, mais il en restera quelque chose de toute manière d'un point de vue technologique. Ils ont fait des progrès en termes de réalité virtuelle, de technologie immersive. Ils n'ont pas craqué le système, c'est-à-dire que le Quest est bien, mais non, c'est pas le super outil que tout le monde rêve d'avoir. Il y a plein de contraintes, ça fait mal à la tête, on peut pas le garder trop longtemps, l'autonomie, ça marche pas en autonomie, il y a un fil à la patte, etc., etc. Donc ils n'ont pas réussi à rendre ce truc-là réellement magique, fluide, mais ils ont forcément quand même fait des progrès et peut-être qu'il en ressortira quelque chose dans quelques années. Mais ça divise Jérôme, beaucoup. Oui, mais j'allais dire, mais souviens-toi, quand on a commencé à parler du casque, puis on avait nos a priori par rapport à la chose, on disait toujours, ouais, mais c'est pas ça. Le jour où ça va vraiment fonctionner, c'est quand ça va se passer dans une paire de lunettes comme celle qu'on se met sur le bout du nez. Et tu l'as vu encore, je pense, à Barcelone, tu en as encore essayé des lunettes. Le jour où ça va être fait, où on pourra vraiment avoir de la VR dans une paire de lunettes normales, que ça va devenir opaque et qu'on pourra avoir le monde qu'on veut là-dedans, moi, j'ai l'impression que le Horizon World, mettez-le sur la glace, là, et quand vous aurez réglé ça, ramenez-le, vous allez voir, il y a plus de gens qui vont aller se promener là. Tu as raison. Là, ça reprendra plus de sens, absolument. Ouais. Mais on n'en est pas là parce qu'en fait, les lunettes, Meta fait des lunettes, ça y est, mais c'est pas de la réalité virtuelle. C'est de la réalité augmentée. Ouais. Puisque la réalité virtuelle, c'est ce monde totalement immersif. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui disent, mais de toute façon, c'est débile, on n'ira pas vers... C'est le film de... c'était le film de Spielberg, c'est ça comment s'appelle ce film qui raconte vraiment l'histoire du métaverse, en fait. Ready Player One. Oui. Hein, voilà, et qui est terrible parce que ça montre que les gens qui vont là-dedans n'ont plus rien, en fait. C'est tous les gens qui n'ont pas de vie. Même le film Avatar, c'est un peu ça. Les gens, le soldat qui se branchait sur un appareil pour réapparaître à l'autre bout du monde sous une autre forme, c'était aussi une virtualité, là, quelque part. Mais je pense que c'est pas mort. Ce truc-là ressortira en bien, en mal, sous cette forme ou sous une autre. Voilà, la VR n'est pas morte, la VR et tout ça n'est pas mort. Moi, je recevais cette semaine dans Monde Numérique pour un nouvel épisode de ma série Innovateur, un créateur français, le créateur du seul casque de réalité virtuelle qui a été fabriqué en Europe. Tu parles du Link? Hein? C'est le Lynx, voilà. Mais c'est tellement intéressant, cette entrevue-là. J'en ai regardé un bout. C'est fascinant. Écoute, merci beaucoup. C'est sympa. Ouais, Stan Larocque, qui est un jeune entrepreneur. Bon, c'est pas facile pour lui parce que il le dit, c'est très difficile de faire des produits comme ça en Europe. En France, c'est infernal. On lui a savonné la planche. Il raconte dans l'interview que d'ailleurs comment les géants de la tech lui ont fait des sales coups, vraiment. Et il n'est pas soutenu. Il n'a pas été soutenu. Il y a très peu de... Voilà, comme d'habitude, l'État s'est pas intéressé à ça. Il n'y a pas de commande publique. L'armée, qui pourrait être cliente de ça, a préféré acheter des casques chinois.
Bon, c'est horrible. Ce truc-là risque de mourir. La société est en grande difficulté aujourd'hui et c'est tragique alors que son produit est super bien. Voilà. Bref, voilà pour le métaverse. Bon, ben voilà. Mais parlons d'un autre inventeur qui, lui, commence à avoir du succès avec son réseau interstellaire de satellites. C'est notre ami Elon Musk qui a passé un cap important puisque il a franchi la barre des 10 000 satellites dans l'espace, 10 000 satellites Starlink. Alors c'est étonnant. En réalité, ils en ont envoyé un peu plus. Ils en ont envoyé 10 200, je crois. Ben, mais ça il y a eu meurt des assez pertes. vite, hein, ouais. Ces satellites-là, ils durent 5 à 7 ans. Ouais. Et au bout de 5 à 7 ans, il faut les faire revenir dans l'atmosphère terrestre où là, ils se désintègrent. On les jette à la poubelle, en fait. Ouais. C'est la poubelle de l'espace. Mais c'est déjà pas mal. Et avec ces 10 000 satellites, ils couvrent la Terre entière quasiment. Alors, pas en permanence la Terre entière. Il est obligé, voilà, il fait un peu des choix. Il couvre telle ou telle zone en fonction des besoins, etc. On sait qu'il peut réorienter c'est comme il l'a fait, par exemple, pour fournir de la connectivité en Ukraine, etc. En Iran aussi, mais il y a eu beaucoup de piratage, de brouillage sur place. En tout cas, il a inventé un truc complètement fou et alors il est pas seul au monde, mais il est seul en tête. 10 000 satellites. Face à lui, les deux concurrents, on les connaît, c'est Amazon avec son réseau Kuiper, mais qui pour l'instant n'a que 200 satellites. Ils ont prévu d'en envoyer plus de 3000. C'est à peu près la même technologie que Starlink, donc des satellites en orbite basse pour couvrir le maximum de territoire et puis surtout que les délais soient très rapides parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Et puis il y a des Européens. Il y a Eutelsat OneWeb qui compte 630 satellites en orbite, mais c'est pas la même technologie. Les satellites sont en partie plus hauts. Il y en a qui sont en basse orbite, il y en a qui sont plus hauts, et c'est pas du tout le même marché, c'est-à-dire que là où Starlink a visé le grand public, eh bien Eutelsat et OneWeb, eux, ils visent essentiellement les gouvernements, les entreprises, etc. Donc c'est pas pareil, mais c'est une incroyable bataille tout ça. Mais tu imagines la goutte que c'est, parce que là, on parle de 10 000 satellites, alors que Elon Musk est devant les autorités gouvernementales fédérales américaines pour demander la permission d'en envoyer 1 million. De deuxième et de troisième génération. Ouais. Ah, t'imagines ce n'est qu'un début. Oui, tout à fait. Puis lui, évidemment, il voit le volume parce que, un peu comme on le disait tout à l'heure, ils ont une vie estimée de 5 ans, sauf qu'il est arrivé dans les premiers lancements, moi je suivais ça de très près, et souvent ça arrivait qu'ils les lançaient, ils allaient en orbite, et puis 1 semaine, 2 semaines après, ils étaient défectueux, puis ils ne pouvaient pas les réparer. Évidemment, c'est un peu loin pour y aller. Alors, ils les jetaient, ils les désorbitait. Il les désorbitait et après ils se désintègrent. Ouais. Mais là, maintenant, c'est plus solide. Mais là, on est rendu, c'est ça, dans une deuxième et à un moment donné, troisième génération. Et c'est ceux-là qui permettent, on en a parlé la semaine passée puis la semaine précédente, c'est ces deuxième et troisième générations qui vont permettre à Elon Musk et à Starlink de devenir un opérateur téléphonique mondial. T'imagines qu'est-ce que ça veut dire, hein, ça? C'est exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, avec Starlink, tu peux acheter ta petite antenne qui coûte pas cher et ça va te faire une connexion Internet. D'ailleurs, cette semaine, ça vous intéresse, vous regarderez. Ouais. Ouais, et c'est incroyable pour ce qu'on appelle les zones blanches, là où il n'y a pas enfin chez nous en France, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Il y a la fibre optique qui est installée, qui est assez bien. Enfin, la plupart des régions sont desservies, mais il y a quelques zones où il n'y a pas de haut débit, ni par la fibre, ni en 5G ou en 4G. Ouais. Et donc il reste Starlink. Mais Jérôme, imagine-toi la grandeur de notre territoire au Québec, oui, au Canada. Chez vous. Mais ça doit cartonner, non, au Canada, oui, Starlink? C'est sûr, parce que et d'ailleurs, le gouvernement canadien, le gouvernement, particulièrement par les provinces, mais les gouvernements provinciaux ont tous passé des accords avec Starlink. Je pense que l'Ontario est revenu sur son engagement dû aux problèmes politiques qu'on a. Mais sinon, le reste des provinces au Québec ont tous passé des ententes pour s'assurer que, parce qu'ils ont tous une politique de tous les citoyens seront branchés à Internet pour Bien pas sûr. Créer de fissures sociales là, quant aux services qui sont offerts par le gouvernement. Et donc, maintenant, Starlink, je ne sais plus si c'est 25 ou 35 000 foyers, mais un peu partout à travers le vaste territoire québécois, qui sont reliés à la société grâce à Starlink.
Et là, grâce à 10 000 satellites, donc c'est-à-dire, il augmente encore sa forêt de satellites. Et l'avantage, c'est que ça va non seulement permettre de couvrir peut-être des nouvelles zones, mais surtout de répondre aussi à une demande qui est croissante, parce que tout ça, c'est du débit partagé. Donc, en augmentant le nombre de satellites, tu augmentes la bande passante mécaniquement. Ouais. Non, mais c'est une réussite incroyable, et c'est de la très très haute technologie, parce que ces petits satellites, ils sont incroyables. Ils fonctionnent entre eux, ils sont connectés entre eux par rayons laser, et ils échangent de la data comme ça. Enfin, c'est fou. Et oui, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut une antenne, un kit, et en fait, ça te fait une connexion Internet, donc en Wi-Fi derrière, et tu connectes des appareils en Wi-Fi. Mais le futur, évidemment, c'est de se connecter directement avec son téléphone au satellite. Et ça, on en a parlé déjà, c'était à l'occasion du Salon de Barcelone qui a eu lieu il y a quelques semaines. C'est le gros sujet en matière de télécom, c'est la connexion directe entre ton téléphone et le satellite pour les endroits où il n'y a pas de 4G, 5G traditionnel. Donc là, tu permets de me revanter en disant que les Canadiens, les clients Rogers, ont déjà cette expérience. Vous avez déjà ça, c'est vrai, tu me l'as déjà dit, tout à fait. Chez vous, ça marche. Nous, pas encore. Non, nous, il y a Starlink qui est arrivé dans les avions avec Air France. Ça a fait d'ailleurs tout un pataquès, parce qu'on a reproché à Air France c'était un problème de souveraineté. Comment ont-ils pu? Mais, et les clients sont hyper contents. T'as 300 mégas en avion, c'est de la folie. Moi, je l'ai testé, je pense que c'était sur United il y a quelques mois. Et ça n'a rien à voir avec ce qui était disponible avant sur d'autres transporteurs par GoGo. Là, moi, je l'ai testé sur un vol Air France, je ne sais plus lequel, il y a quelques temps, et c'est incroyable. Bruno, toute autre chose, j'ai lu un article très intéressant sur ton carnet cette semaine. J'ai l'habitude de faire des articles très intéressants, mais je suis content que tu le mentionnes. Ouais, c'est vrai. Et celui-là particulièrement, où tu expliquais comment pourquoi l'intelligence artificielle, les IA génératives qu'on utilise, ChatGPT, Claude, etc., eh bien, en fait, ne savent toujours pas écrire. Ou en réalité, elles n'arrivent pas à sortir d'une forme d'écriture qui est hyper conventionnelle et pas très originale. Oui, c'est une lecture que j'ai faite dans le magazine américain The Atlantic qui s'est intéressé à la chose. C'est une belle plume que ce journaliste qui a écrit le texte, et puis il racontait ça, puis je me suis mis à réfléchir, puis j'ai dit, tiens, je vais mentionner cette histoire-là, évidemment en lui donnant la paternité de cet article et de cette idée-là. Mais ce qu'on se rend compte quand on lit des spécialistes sur le sujet, c'est que l'IA générative, là, bien qu'elle arrive à solutionner tous les problèmes de la planète quand on lui pose des questions, le problème, c'est que quand vient le temps d'écrire, elle mise tout sur la cohérence d'un texte et non pas sur la créativité. Et ce qui donne, en tout cas pour l'œil affiné là, du lecteur, ce qui donne que rapidement, à un moment donné, quand on lit des textes, on se rend compte que c'est une IA qui l'a écrit parce qu'on est toujours sur les faits. Quelquefois des hypothèses. Sinon, quand elle émène des choix, c'est toujours 3 choix. Ça n'existe pas 2 choix ou 4 choix, c'est toujours 3 choix. Il y a comme une façon de procéder qui fait que puis il mise pas sur le fait d'être maladroit comme un humain. Il va pas sur des tournures un peu particulières. Non, il est toujours exact. Il y a une formule, il y a une approche, et c'est ça qu'il prend. Et donc, lui, l'important, c'est de juxtaposer des mots qui vont bien et qui vont le mener à bon port. On en a déjà parlé en disant que une IA, ça n'a qu'un but, c'est de réussir la tâche qu'on lui a donnée par tous les moyens nécessaires. Alors, c'est ça qui arrive. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que à moins de lui demander à l'IA générative d'écrire un texte à la façon de, on va toujours être pris avec ce modèle-là. Et donc, selon la plupart des spécialistes, puis moi, après la lecture de cet article-là, je me suis amusé, puis effectivement, si le même texte, si on lui dit « prends ce texte-là et refais-le à la façon de », là, on a quelque chose de plus sympathique. Mais ça vient pas de façon, en guillemets, naturelle. C'est pas le premier geste que l'IA va poser. Mais encore faut-il que l'auteur, par exemple, qu'il va copier, il faut qu'il ait suffisamment de données. Donc, il faut c'est ça. Et le problème que ça engendre, c'est que si tu lui demandes ça et qu'il réussit, ça veut dire qu'il l'a lu. Ça veut dire qu'il l'a pillé.
Pour être capable de... Ouais, bon, il y a ce problème-là, mais c'est surtout que si c'est des auteurs qui sont pas connus, moins connus, bah, tu peux pas lui faire ça. Moi, typiquement, ça m'est arrivé enfin, j'essaye de lui faire écrire des articles et je voudrais qu'il écrive comme moi, en fait, mais qui est plus une écriture destinée à l'oral qu'à l'écrit. Et c'est vrai qu'il n'y arrive pas. Il est incapable, mais parce que je suis pas Victor Hugo, il n'a pas pu s'entraîner sur des centaines d'articles. Mais tu sais, moi, j'ai réglé ce problème-là avec il y a longtemps parce que j'avais parlé avec quelqu'un à l'époque, il y a 3 ans de chez Microsoft, qui m'avait dit, écoute, si tu es capable de brancher ton IA générative en utilisant un API, donc une passerelle, et l'amener sur ton blog ou un endroit où elle va retrouver tes textes et lui dire d'apprendre là-dessus, il va être capable de reprendre ton style. Ouais. Et c'est ça que moi, j'ai fait, sauf que faisant ça, j'ai aussi cédé mes textes et tout ce que j'ai raconté dedans. Et donc, du coup, quand j'ai fait ça, moi, c'est 2500 textes qui sont partis dans la mémoire il y avait Sonny Bright puis il y avait ChatGPT là, au début. Mais bon, pour ce que ça vaut, ils sont disponibles aussi sur mon carnet. Donc, c'est bien. Comme ça, maintenant, je vais pouvoir, moi, demander à ChatGPT de m'écrire un texte à la manière de Bruno Guglielminetti. T'imagines le succès que tu vas avoir avec ces textes-là? Mais ça va être un best-seller. Si tu pensais que tes choses allaient bien, tu vas voir comment ça va être formidable. Mais c'est rigolo qu'on parle de ça parce que, écoute, je vais te faire une confidence. Là, je suis en train de finaliser l'écriture d'un bouquin, justement. Non. Et si. Alors, c'est pas un roman. Hein. C'est. Allez, je te le dis. Qu'est-ce que c'est? Ça va pas trop te surprendre. C'est un guide sur le podcasting, bien sûr. Mais attends, tu offres déjà une formation en ligne. Eh ben voilà, ce sera la version écrite. Et donc, j'utilise un peu les IA, je ne m'en cache pas. Mais pour la mise en forme et pour la structure, donc je lui ai donné le plan, je lui ai donné les trucs, je lui ai dit, dis-moi si en fait, c'est parce que je n'étais pas satisfait de mon plan, je lui ai dit, ça me va pas, il y a un truc qui va pas, le déroulé va pas, trouve-moi, aide-moi à faire mieux. Et alors là, je suis parti dans un truc. Il m'a embrouillé. Il m'a dit, oui, c'est vrai, tu ferais mieux de mettre ce passage ici, ce passage-là, celui-là, etc. Alors, je commence à le faire. Puis après, je lui dis, non, mais attends, ça va pas, parce que ça, j'en ai parlé avant, je vais en reparler après. Ah oui, tu as raison. Alors, on va plutôt faire ci. Et il m'a fait un micmac pas possible. Non. Et ça m'a rajouté des heures et des heures de boulot et tout. Ça, c'était avec ChatGPT. J'ai opté, j'ai fait un peu différemment. Après, je suis allé voir Claude et je dois dire que Claude est un meilleur élève pour ce genre de choses. Ouais. Et effectivement, il m'a fait des choses assez intéressantes. Bon, alors après, il m'a sabré mon texte, il m'a raccourci tous mes articles qu'il faut que je réécrive. Enfin bon, bref, je te passe les détails. Tout ça pour dire Claude, mais il écrit bien. Il est dur, oui, mais il écrit bien, c'est vrai. Tout ça pour dire que c'est une aide fantastique, mais c'est pas plug and play. Il suffit pas d'appuyer sur un bouton, hein, loin de là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, enfin, voilà. Écoute, tu vois, est-ce que tu as déjà une date de parution? Est-ce que tu Non, pas encore, mais je ne manquerai pas de te tenir informé, ni les auditeurs qui nous tu vises le Salon du Livre de Paris, là? Oui, certainement, oui, bien sûr. Je ne sais pas quand c'est. Non, pas spécialement. Je vise pas. Non, mais je veux savoir si j'achète mon billet pour aller voir le salon. Ou... Ah, je te ferai signe, hein. Je te dirai. Bon, merci. Ouais, voilà. Je t'ai craché le morceau, en tout cas. C'est sur mon carnet que les gens ont entendu ça la première fois. Écoute, je veux t'entendre sur cette histoire de cette semaine, Samsung, qui a mis fin à son téléphone intelligent pliable en 3. Ah oui. Après seulement 3 mois sur le marché, c'est quand même rapide. Hein? C'est dingue. Alors, sur le marché uniquement asiatique, uniquement en Corée. Ouais. Il était vendu qu'en Corée du Sud. Hein. Ouais. Mais ça veut dire quoi pour toi? Comment tu lis ça? Je pense qu'aux États-Unis, on pouvait l'avoir, mais il fallait le commander. Là, ouais. Et aux États-Unis, ouais. Okay. Mais ça dit quoi, toi, pour cette histoire-là? Je suis un peu surpris parce que j'ai vu Samsung au Mobile World Congress de Barcelone. Ils présentaient leur téléphone, ils ont été très fiers. Ouais. Et ils expliquaient qu'ils se vendaient comme des petits pains, donc je pense qu'ils m'ont menti. Je pense qu'ils m'ont baratiné. Ouais. Ou alors, c'est qu'il y a un autre problème. Honnêtement, je ne sais pas du tout comment décrypter cette information. Est-ce que ça veut dire qu'ils arrêtent le concept même du pliant en 3 parties? Ou bien c'est simplement ce modèle-là qui peut-être était trop cher? Il était très cher. Hein. Il était quoi? À $2 900 américains? Voilà, on va dire $3 000. Ouais, $3 000, ouais.
Est-ce que donc c'était un problème de pricing en fait, enfin de prix comme on dit en bon français? Est-ce qu'il était trop cher parce qu'il était trop difficile à fabriquer et du coup peut-être que il s'orienterait vers quelque chose d'un peu plus bas de gamme ou en tout cas accessible? Je ne sais pas du tout ce qu'il y a derrière cette décision, mais elle interroge parce qu'effectivement on pensait qu'ils allaient qu'ils ouvraient une nouvelle voie. Ils sont pas les seuls. Huawei, enfin, ils sont pas les seuls, mais il y a pas beaucoup de monde qui fait ça. À part Huawei, il y a Samsung et Huawei qui font des smartphones qui s'ouvrent en 3. C'est tout, hein. C'est les deux seuls à ma connaissance. Donc on va voir ce que fait Huawei, qui lui ne vend son pliable, son triphone, je sais plus comment il s'appelle, que en Chine. Ouais. Exactement. Donc c'est pas le même truc. Voilà, écoute, on va voir. Est-ce que c'est la fin? C'est comme le métaverse. Est-ce que ça part dans les égouts du numérique avec le métaverse, le Samsung, le smartphone qui s'ouvre en 3, ou est-ce que c'est juste pour ajuster le tir? Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est vraiment des belles images, hein? Les égouts. Oui, les égouts du numérique, ouais. Les égouts de la tech. Mais c'est ça. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, bon, c'est une chose ou c'est l'autre. Ou ils trouvent qu'ils n'ont pas assez ça, c'est sûr. Arrête, on dirait ChatGPT. Alors, c'est une chose ou c'est l'autre? Attends. Si j'étais ChatGPT, j'aurais dit, c'est une chose, l'autre ou l'autre. Oui, il y aurait eu trois. C'est entre telle chose et telle chose. Il finit toujours comme ça. C'est entre ça et ça. Bref. Pardon, vas-y. Mais non, c'est ça. Alors, ou c'était parce qu'il ne faisait pas assez de retour sur investissement sur l'appareil. Ouais. Finalement, ça vient trop cher pour une petite clientèle, même si toute cette petite clientèle-là se lance comme des petits pains chauds, là, pour reprendre l'expression de Barcelone. Ou sinon, c'est parce qu'ils sont peut-être en train de préparer quelque chose d'autre. Et là, ils se disent, regarde, on va vendre ce qu'on a produit, on arrête ça là, puis il y a une autre génération. C'est pas impossible. Ouais. Exactement. C'est pas impossible. Peut-être qu'ils étaient partis sur une voie où ça faisait un produit trop cher. Et parce que tu te souviens, à une époque, mais lointaine, à un moment donné, c'était à la première ou la deuxième, non, je pense la troisième génération des iPhones, ils avaient produit, puis à un moment donné, ils avaient arrêté de produire. Et là, tout le monde se dit, ils vont pas arrêter de faire des iPhones. C'est juste parce qu'ils avaient changé le modèle et ils laissaient mourir cette collection-là. Là. Oui, c'est souvent pour des raisons industrielles qui nous échappent un peu, en fait, que ces décisions sont prises. Il ne faut pas le perdre de vue. Bon, enfin, donc on verra bien. Bon, Bruno, ça fait à peine 2h40 qu'on se parle. Ouais. Tu me permets quand même de te parler d'une très bonne nouvelle. Quoi? Radio TikTok. Oh, allez, vas-y, monsieur TikTok. Ça te met en émoi. Non, mais permets-moi, d'ailleurs, on salue les gens qui nous regardent sur TikTok présentement. Oui, parce que le débrief transatlantique est aussi disponible sur TikTok, comme il est sur YouTube et comme il est sur tous les bons services d'agrégation de podcasts. Mais donc, oui, faut faire l'éventail de notre présence internationale. Mais donc, TikTok vient de faire une entente avec iHeartRadio. Demande-moi pas de te le dire une deuxième fois. Et donc, ces gens-là vont permettre à TikTok d'avoir leur station de radio qui est disponible uniquement sur Internet pour le moment. J'imagine que dans certains marchés, peut-être qu'ils seront capables d'avoir une licence. Là. Mais donc, quand tu vas là, qu'est-ce que tu entends? Uniquement du nouveau talent. Uniquement du nouveau talent qui commence à émerger des plateformes de TikTok. Ah ouais? Ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de radios commerciales qu'on peut écouter là, sur la FM où c'est que des grands artistes établis qu'on entend, puis de temps en temps, il y a des nouveautés. Mais on s'entend, là, c'est toujours les 50 mêmes qui sont dans la liste de lecture des diffuseurs. Excuse-moi, mais les radios musicales, en plus, elles ont un peu du plomb dans l'aile. Hein. Exactement. Avec les plateformes de streaming, qui écoute encore des radios musicales en FM? Là, c'est ça. Alors là, TikTok, eux, ils disent, nous, ce qu'on va faire, c'est pas les grands succès des grandes vedettes établies que tu vas entendre, mais beaucoup plus les nouveaux talents. Alors, c'est une nouvelle plateforme pour faire émerger ces gens-là. Mais il va y avoir que de l'IA. Non. Non, c'est des vrais gens qui chantent vraiment, c'est pas que des trucs générés par IA. Je t'invite à passer plus de temps sur TikTok, tu vas voir, il y a vraiment du talent là-dessus. Non, mais c'est toi l'expert de TikTok entre nous deux. Et d'ailleurs, même Céline Dion va découvrir de nouveaux talents sur TikTok pour te dire comment c'est crédible. Mais ça, c'est une autre histoire. On en parlera la semaine prochaine. Mais donc, je reviens sur TikTok, mais c'est pas, et je veux quand même souligner ça, c'est pas la première fois que TikTok a sa chaîne de radio, parce que moi, j'ai eu le plaisir avec ma conjointe de faire des longs trajets au Québec en auto.
Et j'ai la radio satellite dans la bagnole sur XM Sirius, là, et TikTok avait sa chaîne pendant un bon moment, au moins 2 ou 3 ans. Ils ont eu la chaîne TikTok et c'était assez amusant parce que tu écoutais la radio et en entendant la musique, tu te souvenais de vidéos que tu avais vues. Ah ouais? Qui n'avait aucun lien avec l'artiste qui avait fait, mais c'était donc c'était les pièces musicales qui étaient les plus souvent utilisées par des gens dans leur création de vidéos. Ah, c'était assez intéressant. Comme quoi la radio n'est pas morte. Ouais. Ça doit. Oui, terminons comme ça. Je pense que c'est une belle fin. Et saluons les gens qui en font encore. De quoi parles-tu dans ton carnet cette semaine? Cette semaine, je me garde spéciale édition suisse avec 2 Suisses. Ben, c'est pas vrai. Il y a 3 Suisses cette semaine dans mon carnet. Il y a évidemment Thierry Weber qui vient faire son passage. 3 Suisses et la Redoute aussi? C'est fort. C'est blague fort. Pour les Français, ça, mais bon. Ouais, c'est une blague de français. C'est une blague de boomer française. Hein, oui, c'est vrai, pardon. Mais donc, 3 Suisses, 3 Helvètes, si tu veux, ça va aller mieux comme ça. Et donc, il y a Bruno Giacchini, qui est un vieux de la veille dans le monde de la techno. Ça a été longtemps le patron des TED Talks. Un vieux de la veille ou un vieux de la vieille? Parce que c'est intéressant. Un vieux de la veille. Un vieux de la veille? Oui, parce que ça fait longtemps qu'il surveille ce qui se passe sur Internet. Ah ouais, parce que... La vieille, je ne sais pas où elle est rendue, mais la veille, moi, je sais qu'il en fait encore. Un vieux de la vieille, c'est une expression en France, oui, pas chez vous? Mais lui, c'est un vieux de la veille. OK, c'est pas mal, joli. C'est ma version de, mais bon. Ah, okay. Mais merci d'avoir souligné amplement la façon que tu l'as fait. C'est très agréable. Donc, alors ce Bruno-là, il vient de commettre un livre qui veut permettre aux Suisses, mais pas que, de se soulever devant tous ces géants de l'Internet et de ne pas rester des utilisateurs BA devant tout ce qu'ils peuvent faire. Ça, c'est intéressant. Et ils font plein de trucs en Suisse. Il y a plein de services suisses. Ouais, vas-y. Oui. Après, j'arrête de t'interrompre. Je parle à Pascal Gréco. Est-ce que ça te dit quelque chose? C'est le fils de Juliette? Non, je ne sais pas. Et il chante pas. Ben, à ma connaissance, il chante pas. En tout cas, il n'a pas chanté pendant l'entrevue. Lui, c'est un photographe professionnel. Il travaille beaucoup en Asie, mais là, il vient de commettre un livre de photos, un album de photos, des photos qu'il prend dans les jeux vidéo. Alors, il va. C'est vraiment intéressant. Il utilise. Il y a plusieurs jeux vidéo là, dans lesquels il a fait ça. Il se rend dans des endroits qui existent vraiment et il prend des photos de ces lieux-là de la façon qu'ils les ont refaits dans les jeux vidéo. Et c'est vraiment beau. Il y a un hyperlien là, dans le descriptif de l'entrevue. Vous irez faire un tour. Et c'est tellement beau qu'à un moment donné, il a fait un livre sur l'Islande. Mais il avait trouvé un jeu, je pense que c'était un jeu japonais, et qui utilisait le décor de l'Islande. Et c'était tellement vrai qu'il avait été prendre des photos dans le jeu et les gens pensaient que c'était des vraies photos qu'il avait été prendre en Islande. Alors, c'est pour te montrer comment il arrive à bien capter. Mais lui, en fait, il fait des captures de jeux vidéo, c'est ça? Oui. Ah, OK. Il va pas sur le terrain. Non, il va dans le jeu vidéo. Il va prendre des images de celui-là. D'accord, OK, d'accord. Mais donc, c'est des images qui ont été créées par des artistes, des créateurs de ces jeux. Oui, je suis content, Jérôme, tu suis bien. Merci. Oui. Sinon, c'est compliqué. Ta mise en abîme, là, on est dans la 8e dimension avec Bruno. C'est pas facile. Dit le gars qui parlait de métavers il n'y a pas tellement longtemps. Sinon, dans 40 ans, la société, la technologie, le numérique, ça va ressembler à quoi? Je sais pas. On est toujours dans le sommaire de ton émission, là? Oui. OK, d'accord. Catherine Mathis va venir nous en parler parce qu'elle donne une conférence très bientôt. Et puis, je parle à une collègue à toi qui te porte hautement en estime, Mathilde Mélin, qui est journaliste spécialisée dans le podcast. On l'a lu dans Télérama, puis on l'a lu ailleurs. Et donc, c'est drôle parce qu'elle, ça fait 10 ans qu'elle fait de la critique de podcast. Et elle va lancer un nouveau podcast très bientôt. Ah, cool. Alors, je voulais... toi, tu as cette réalité des auteurs. Toi, tu sais ce que c'est, lancer un livre. Tu en as eu plusieurs dans ta vie. Alors, elle lance des podcasts comme ça. Alors, ça serait intéressant. Et c'est aussi à écouter dans mon carnet. Alors, voilà, somme toute, une partie du sommaire de cette édition de cette semaine. Jérôme Colombin, dans Monde numérique, cette semaine, tu parles de quoi? Cette semaine, dans Monde numérique, on peut écouter Bruno Guglielminetti. Et dehors. Mais s'il reste du temps, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, cette semaine, je pars au Texas
où se tenait récemment le festival South by Southwest, ce grand festival américain un peu déjanté, où on parle beaucoup de technologie, mais surtout on se projette sur l'avenir. Alors moi, j'y suis pas allé C'est personnellement, violent, hein? mais c'est violent, mais c'est hyper intéressant. Non, mais si les gens se projettent sur l'avenir. C'est une image, mon cher OK, Bruno. pardon. Et c'est Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF, qui lui ne raterait pour rien au monde un épisode, une édition de South by Southwest, qui me fait un compte rendu extrêmement détaillé et riche de tout ce qui s'est dit cette année. Et c'est très très intéressant sur l'IA, la place de l'humain par rapport à l'intelligence artificielle. Et je peux vous le dire d'ores et déjà, il y a des choses assez inattendues. Et puis sinon, je parle également d'intelligence artificielle avec Microsoft en fait. Microsoft France qui a lancé un grand plan pour démocratiser l'IA avec l'ambition de former 1 million de Français de tous horizons, des jeunes, des vieux, des travailleurs, des chômeurs, etc., de les former à l'intelligence artificielle. Donc, ils ont mis en place tout un dispositif, et ils ne sont pas les seuls, d'autres entreprises de tech font ça. Mais voilà, je trouve intéressant d'aller voir un peu les moyens qui étaient mis en œuvre, et puis dans quelle optique ils faisaient ça. Est-ce que c'est juste pour faire passer la bonne parole de Microsoft, ou bien c'est pour démocratiser de manière un peu plus large? Donc, réponse dans Monde Numérique. Mon cher Bruno, voilà pour le sommaire cette semaine. Et donc, 1 million d'utilisateurs de copilote de plus, c'est ça? Alors, bon voilà, c'est la question que j'ai posée. A priori, c'est pas que copilote, hein. Ce sera un peu plus large. D'accord. Ben, Jérôme, je vois le temps qui file et Oui. j'imagine tes auditeurs qui sont en train de taper du pied en disant: «Bon, c'est quand la suite?» Allez, allons-y. Alors, je te laisse poursuivre ton édition et puis moi, je vais poursuivre la mienne et je te dis à la semaine prochaine. Salut. Eh ben, écoute, je te dis à la semaine prochaine, mon cher Bruno. C'est super intéressant et on se retrouve comme chaque semaine dans 8 jours. Ciao, ciao. 8 jours déjà. Enfin, Moi, la 7, semaine, elle fait 7 exactement. jours, hein. Oui, 7 jours. Mais nous, on dit 8 jours. Ah, ça, c'est un paradoxe français. On dit dans 8 jours, ça veut dire 7 chez nous. C'est comme ça. Ouais, ça explique beaucoup de choses, hein. Oui, je te Vous devriez l'accorde. réglementer les semaines, ça vous ramènerait ça à ça. Allez, salut. Bye. Ciao.